Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée à l'intention des mécaniciens. Aujourd'hui, nous allons approfondir la connexion entre les théorèmes de la projection, les théorèmes d'Iris, les équations variationnelles et les équations différentielles. Dans notre dernier cours, nous avons introduit les espaces d'Hilbert. Ce sont des espaces ayant un produit scalaire et complet pour la norme qui dérive de ces produits scalaires. Dans ces espaces, nous avons vu les théorèmes de la projection orthogonale et nous avons vu aussi les théorèmes des représentations d'Iris. Les théorèmes de la projection s'énoncent de la manière suivante. Étant donné un sous-ensemble convexe ou sous-espace affine au vectoriel fermé d'un espace complet, il existe un et un seul élément, PU, qui minimise la distance de S à U. PU est la projection orthogonale de U sur S. PU est la meilleure approximation du U par un élément de S. Nous avons vu que PU est caractérisé soit par une équation variationnelle dans le cas d'un sous-espace vectoriel ou d'un sous-espace affine, ou par une inéquation variationnelle dans le cas d'un convexe. Les théorèmes d'Iris s'énoncent de la manière suivante. Si on considère un espace de Hilbert de produits scalaires donnés, et une application linéaire et continue du V à valeur d'un R, alors il existe un élément unique du V tel que L de V égale à U scalaire V pour tout V. De plus, la norme de l'application linéaire L est égale à la norme de l'élément U de l'espace vectoriel V. Le théorème d'Iris établit une isométrie objective entre V et V', c'est-à-dire un isomorphisme. Ceci veut dire que nous pouvons cloner V dans V' et réciproquement. Mais nous pouvons aussi définir une nouvelle topologie en définissant de nouvelles suites convergentes. La topologie dite faible, basée sur la convergence ponctuelle d'un V'. On dit qu'UN converge faiblement vers U, si seulement si les produits scalaires du N par V convergent vers les produits scalaires du U par V pour tout V. Du point de vue mécanique, le théorème d'Iris établit une correspondance entre les champs mécaniques de déplacement ou de force et les travails associés. C'est-à-dire que nous pouvons associer à toute force ou à tout déplacement un opérateur de travail qui lui est associé, qui permettra de calculer la valeur de travail pour chaque élément qui lui est dual, la force pour le déplacement ou le déplacement pour la force. Ainsi, dans le cadre du théorème d'Iris, l'élément U appartenant à V peut être interprété comme un déplacement ou une force. On lui associe un élément dual. Si U est un déplacement, son élément dual est une force. Si U est une force, son élément dual est un déplacement. Quelle que soit la nature d'U, on peut lui associer un opérateur de travail, T du, qui permettra de déterminer la valeur de travail lorsque nous lui appliquons son élément dual. Le travail est noté par les produits de dualité, T du, virgule, V. Ces calculs fournissent la valeur de travail lorsque les déplacements U et la force est V, ou lorsque la force est U et le déplacement est V.
Il s'agit d'une forme bilinéaire A du V. Nous avons vu ensuite qu'il existe une connexion entre les équations différentielles et les deux théorèmes, les théorèmes de la projection orthogonale et les théorèmes d'Iris. Un exemple de connexion avait été donné. Nous avions considéré l'équation différentielle moins u seconde plus u égale à 0 sur 0,1 avec les conditions limites qui sont données. U de 0 égale à 1, u' de 1 égale à 0. Nous avions montré que la solution de cette équation différentielle est la projection orthogonale de 0 sur l'ensemble S. S étant un sous-espace affine formé des fonctions qui sont nulles en 0 et translatées par la fonction constante égale à 1. L'espace V ici est l'ensemble H1 de 0,1, un des espaces de Sobolev que nous avons introduit précédemment. Dans cet espace, la fonction et sa dérivée sont des fonctions de carré intégrable. Les produits scalaires est l'intégrale du V plus U'V'. La démarche que nous avons utilisée dans ce cas peut se généraliser facilement. Lorsque nous avons une équation différentielle A du égale à F, nous pouvons introduire les produits scalaires d'L2 d'oméga, l'intégrale d'UV dx, et un produit de dualité A du par V égale à F de V, où F de V est le travail de la force F. Nous transformons ces produits de dualité dans un produit scalaire ou dans une forme bilinéaire, A duV. Nous obtenons ainsi une équation variationnelle. Ainsi, nous avons d'un côté un opérateur différentiel A et une équation différentielle AU égale à F. De l'autre côté, une équation variationnelle A du V égale à F du V pour tout V. Nous établissons des connexions entre l'équation différentielle et l'équation variationnelle. On parle des formulations différentielles dans les premiers cas et des formulations variationnelles dans les deuxièmes. Parfois, on utilise aussi l'expression de formulation forte pour la première et formulation faible pour la seconde. En général, les passages entre formulation faible, formulation forte, équation différentielle, équation variationnelle, formulation différentielle, formulation variationnelle, se fait à l'aide d'intégration par partie ou de la formule de Green. On peut, par exemple, partir de la formulation variationnelle A du V égale à F du V pour tout V appartenant à V, pour aboutir à une intégrale ou un produit scalaire dans L2 d'oméga de la forme produit scalaire d'A du moins F par V égale à 0 pour tout V dans L2 d'oméga. De là, on déduit A du moins F égale à 0. La réciproque, les chemins inverses, c'est fait de manière analogue. On peut partir d'A du moins F, fabriquer une équation de la forme A du moins F V égale à 0 pour tout V, et à l'aide d'intégration par partie ou de formule de Green, fabriquer un produit scalaire ou une forme bilinéaire A du V qui serait égal à F du V, où F serait une application linéaire continue. Il faut cependant noter qu'il existe des arguments précis permettant de conclure qu'A du moins F égale à 0 à partir des A du moins F scalaire V égale à 0 dans L2 d'oméga pour tout V appartenant à L2 d'oméga. En général,
Il s'agit d'utiliser des ensembles denses dans L2. Un ensemble est dense si, pour tout élément dans L2 d'oméga, il existe une suite d'éléments de l'ensemble tels que Vn converge vers V dans L2 d'oméga. En règle générale, on utilise deux ensembles particuliers qui sont connus par le fait d'être denses dans L2 d'oméga. Le premier est l'ensemble des fonctions en escalier. Le deuxième, nous l'avons déjà vu, est l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables à support compact, qui peut être interprété comme étant celui des fonctions indéfiniment dérivables avec valeur nulle sur la frontière pour la fonction et toutes ses dérivées. Bien entendu, tout ensemble contenant ces fonctions est lui aussi dense dans L2 d'oméga. L'ensemble des fonctions escalier est l'ensemble des fonctions constantes par morceau. En règle générale, nous l'utilisons de la manière suivante. Nous calculons l'équation variationnelle dans un élément 1 oméga, qui est la fonction caractéristique du petit ensemble oméga. Elle vaut 1 si x c'est un élément du petit oméga, 0 sinon. Lorsque nous avons l'intégrale sur oméga dA du moins f 1 oméga dx égale à 0 pour toute partie d'oméga, nous pouvons conclure qu'AU moins f égale à 0. Cette démarche admet une interprétation mécanique. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que si nous avons un champ de force distribué sur oméga, tel que sa résultante sur toute partie d'oméga est nulle, alors le champ doit être nul. Comme nous l'avons déjà vu, d d'oméga est l'ensemble des fonctions à support compact dans oméga, c'est-à-dire les fonctions pour lesquelles il existe un sous-ensemble petit oméga fermé borné, en dehors duquel la fonction s'annule. Et nous avons vu aussi qu'on peut interpréter d d'oméga comme étant les fonctions indéfiniment dérivables telles que toutes les dérivées et la valeur de la fonction sont nulles sur la frontière. L'utilisation est identique. On calcule dans l'équation variationnelle en remplaçant v par phi et on aboutit à une intégrale sur oméga dA du moins f et phi dx pour tout phi appartenant à d d'oméga. Cette démarche admet elle aussi une interprétation mécanique, c'est-à-dire que si nous avons un champ de force dont le travail est nul pour toutes les fonctions qui s'annulent sur les bords, ainsi que ses dérivées, alors cette fonction est nulle sur tout l'intérieur de l'ensemble. Illustrons les passages d'une équation différentielle à une équation variationnelle. Considérons l'équation dérivée partielle, u moins Laplacien u égale à f dans oméga, avec u égale à g sur d oméga. Nous partons de l'égalité u moins Laplacien u égale à f. Nous multiplions cette égalité par la fonction v. Nous intégrons sur oméga. Nous appliquons la formule de Green. Intégrale de v Laplacien u égale à l'intégrale de v de u dn sur la frontière moins l'intégrale des gradients v gradient u sur oméga. Nous avons donc, en remplaçant cette égalité dans la précédente, que l'intégrale sur oméga du v plus gradient u scalaire gradient v est égale à l'intégrale de f et v plus l'intégrale de v de u dn ds. Cette égalité, a priori, est valable pour toute fonction v suffisamment régulière pour que son gradient puisse être intégré dans le cadre des expressions
considérer. Cependant, si nous considérons V égale à 0 sur d oméga, les termes sur la frontière disparaissent. Nous avons donc intégrale d'UV plus gradient U scalaire gradient V égale à l'intégrale d'FV pour toute V telle que V égale à 0 sur d oméga. Nous pouvons transformer cette égalité en équation rationnelle en considérant l'ensemble S égal à V appartenant à H1 d'oméga tel que V égale à G sur d oméga. S est un sous-espace affine. Il s'agit d'une translation de sous-espace S0 des fonctions V appartenant à H1 tel que V égale à 0 sur d oméga. Nous l'avons déjà noté, H01 d'oméga. Nous avons alors la fonction f de V, notre forme linéaire, qui est l'intégrale sur oméga de f fois V, et notre forme bilinéaire, A du V, qui est l'intégrale sur oméga du V plus gradient U scalaire gradient V. Il s'agit du produit scalaire du U par V dans H1 d'oméga. Nous avons donc comme équation rationnelle que U est un élément du S et A du V égale à F de V pour tout V appartenant à S0. Nous pouvons bien entendu, comme dans les cours précédents, considérer U0 appartenant à S et écrire S comme étant une translation de S0 par U0. En notant delta U égale à U moins 0, nous avons delta U appartenant à S0 et nous avons l'équation rationnelle delta U appartient à S0 et A de delta UV égale à L de V où L de V égale à A du 0V plus F de V pour tout V appartenant à S0. Pour pouvoir appliquer les résultats établis précédemment, nous devons démontrer qu'L est un élément du V', c'est-à-dire qu'il s'agit d'une application linéaire continue. Nous commençons par étudier les termes f de V. Module de f de V est le module de produit scalaire de f par V dans L2 d'oméga. Selon l'inégalité de Schwartz, ce produit scalaire en module est inférieur ou égal au produit des deux normes, norme de f par norme de V dans L2 d'oméga. La norme de V dans L2 d'oméga est inférieure ou égale à la norme de V dans H1 d'oméga, car norme de V dans H1 contient aussi les termes V' au carré. Nous avons donc une première inégalité, module de f de V inférieur ou égal à M1 norme de V dans H1 d'oméga. Ceci indique que f est un élément de V'. Nous étudions ensuite les termes suivants, A du 0V. Il s'agit ici du produit scalaire du 0 par V dans H1 d'oméga. À nouveau, nous appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz et nous obtenons que le module de A du 0V est inférieur ou égal à la norme du 0 qui multiplie la norme du V, cette fois-ci les normes étant prises dans H1. Nous avons donc module de A du 0V qui est inférieur ou égal à une deuxième constante qui multiplie la norme de V dans H1. Ainsi, module de L de V est lui aussi inférieur à une constante qui multiplie la norme de V dans H1 d'oméga. Par conséquent, L est bien un élément du V'. Nous pouvons appliquer les théorèmes d'Iris. Nous en déduisons l'existence et l'unicité de delta U dans H01 d'oméga. Par conséquent, nous avons aussi l'existence et l'unicité de la solution U appartenant à H1 d'oméga. Illustrons à présent le passage d'une équation variationnelle à une équation différentielle. Considérons la forme bilinéaire
A du V égale à l'intégrale sur oméga du gradient U scalaire gradient V dx. Et f du V égale à l'intégrale sur oméga du f fois V dx. Considérons l'équation variationnelle. U appartient à h01 d'oméga et A du V égale à f du V, quel que soit V appartenant à h01 d'oméga. Nous savons que les modules de f du V est inférieur au produit des normes, norme de f dans L2, norme de V dans L2. Étant donné que V est nul sur la frontière, l'inégalité du point carré nous montre que nous avons module de f de V inférieur ou égal à la norme de f dans L2, norme de V dans H01 de oméga. Nous obtenons, par conséquent, l'existence et l'unicité d'une solution dans H01 d'oméga. Pour obtenir une équation dérivée partielle, nous commençons par la formule de Green. Nous savons que l'intégrale des gradients U gradient V dx est égale à l'intégrale sur la frontière de oméga de V du dn, moins l'intégrale sur oméga de V Laplacien U. Nous avons donc, puisque V est un élément de H01 d'oméga, que l'intégrale des gradients U gradient V dx est égale à moins l'intégrale sur oméga de V Laplacien U pour tout V appartenant à H01. Ainsi, l'équation variationnelle A du V égale à F du V s'écrit intégrale des gradients U gradient V égale intégrale sur oméga de F fois V, et à l'aide de la formule de Green, nous avons moins l'intégrale sur oméga de V Laplacien U égale à l'intégrale de F fois V, c'est-à-dire l'intégrale sur oméga de F plus Laplacien U dx égale à 0 pour tout V appartenant à H01 d'oméga. Étant donné que D d'oméga est un sous-ensemble de H01 d'oméga, nous obtenons l'intégrale sur oméga de phi f plus Laplacien U dx égale à 0 pour tout phi appartenant à D d'oméga. Par conséquent, nous allons avoir moins Laplacien U égale à f dans oméga. Cependant, les mécaniciens doivent être mis en garde sur le fait qu'il existe certaines situations qui ne relèvent pas des théorèmes présentés. Par exemple, considérons une pièce bidimensionnelle en contrainte plane avec une force concentrée appliquée à un point P de sa frontière. Considérons par exemple une fonction u epsilon affine par morceaux ayant l'allure ci-dessus. Elle sera nulle partout, sauf dans la petite région définie par epsilon epsilon à la puissance n, indiquée dans la figure, et son hauteur sera epsilon à la puissance moins bêta. On peut vérifier facilement que l'intégrale sur oméga des modules des gradients du epsilon au carré est simplement epsilon à la puissance moins 2 bêta plus n moins 1, alors que la valeur du epsilon de P est epsilon à la puissance moins bêta. Ainsi, lorsque n est supérieur à 2 bêta plus 1, nous avons u epsilon de P qui tend vers l'infini, alors que la norme du gradient du epsilon tend vers 0. Dans cette situation, pour f positif et n supérieur à 2 bêta plus 1, f de u epsilon de P, le travail de la force F dans les déplacements u epsilon, tend vers l'infini, alors que la norme de u epsilon tend vers 0. Par conséquent, les travails associés à cette force, l'application linéaire F, n'est pas continue.
Par conséquent, dans cette situation, le théorème d'Iris ne peut pas être appliqué. De quelle manière ceci se traduit pour un mécanicien? Considérons notre pièce encastrée à gauche avec la force appliquée à droite. Considérons une situation en contrainte plane. Dans ce cas, selon les équations de la mécanique, les tenseurs de contrainte devaient être entièrement nuls, sauf pour sa composante sigma 1. Cependant, nous allons voir qu'un calcul élément fini mené sans précaution produit un résultat différent. Par exemple, nous pouvons faire deux modèles, soit vraiment considérer une force concentrée sur un des nœuds, soit la distribuer sur un élément de la frontière. Voici les résultats pour sigma 1 pour un maillage 20 par 20. Nous voyons apparaître une concentration des contraintes près du point où la force est appliquée. Raffinons la maille, par exemple ici avec une maille 50 par 50, nous avons des contraintes qui grandissent. Et encore lorsque nous passons à une maille 100 par 100. Regardons à présent la valeur du sigma 1,2 qui devait être nul. Nous voyons que le résultat est différent de celui que nous attendions. Pour une maille 50 par 50, nous avons des valeurs non nulles qui s'étalent sur toute une zone de la pièce. Raffiner les maillages ne conduit pas à une amélioration. Au contraire, nous avons des pics de plus en plus élevés. Les calculs précédents ont été faits par mes propres soins. Cependant, nous pouvons envisager l'utilisation d'un logiciel. Par exemple, ici, les calculs avec un logiciel commercial produisent un résultat analogue. Encore une fois, raffiner les maillages ne conduit pas à une amélioration. Comme nous pouvons le voir ici, même avec une maille très fine, les résultats ne sont pas corrects. Un deuxième exemple peut être trouvé dans les fluides, lorsque nous avons une tuyère et nous avons un passage du mur de son, un passage du marque inférieur à 1, un passage du marque supérieur à 1. Dans ces cas non plus, les hypothèses du théorème d'Iris ne sont pas satisfaites. Dans le cas d'un écoulement isentropique unidimensionnel, il est, bien entendu, possible de calculer les températures, les densités et les pressions. Il est aussi possible de déterminer une session critique pour laquelle la vitesse sonique, le nombre de Mach égale à 1, est atteint. Ici encore, un calcul fait sans précaution peut mener à des résultats incorrects. Par exemple, mettons que nous posons comme nombre de max maximal de l'écoulement la valeur de 0,75. Traçons une conduite, faisons les calculs. Nous obtenons une valeur réelle qui est très proche. Nous pouvons faire varier cette valeur de Mach de 0,75 à une valeur supérieure à 1, par exemple 1,25. Faisons les calculs à partir de ces résultats. Un calcul mené sans précaution n'attend pas la valeur de 1,25. Nous restons bloqués à 0,78. Dans chacune de ces situations, il existe des techniques adaptées permettant d'obtenir des résultats corrects. Par exemple, dans les cas de la tuyère, nous pouvons utiliser des méthodes adaptées qui nous permettent d'obtenir un résultat correct tant dans les cas subsoniques que dans les cas transsoniques, où il y aura une valeur de Mach supérieure à 1. Voyons par exemple ici
les résultats obtenus. Nous voyons que dans ces cas, nous obtenons un résultat correct. L'écoulement est bien supersonique sur une partie de la tuyère. Ceci doit bien vous inciter à vérifier les hypothèses. En effet, il est essentiel de vérifier que les hypothèses des résultats donnés sont satisfaites avant de pouvoir les appliquer. Et nous savons que lorsque ces hypothèses ne sont pas satisfaites, il faut avoir des méthodes numériques adaptées. Il vous reste à faire des exercices, nombreux j'espère, concernant les passages du variationnel à équation dérivée partielle dans les deux sens. Pour la suite, nous verrons l'approximation numérique des équations variationnelles. Merci, au revoir.